Top. Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors je voudrais vous faire une petite vidéo aujourd'hui, petite vidéo improvisée, parce que je suis sur le parking d'un supermarché en Hongrie et je faisais Skype avec mon fils et un seul coup Gundy m'appelle pour signer des contrats. Et j'en profite, comme il y a une bonne luminosité, un très bon son avec ma voiture et mon téléphone en même temps, pour faire un petit interview de mon collaborateur Michael D. Gundil, que je connais depuis bientôt 30 ans, hein, ouais, 30 ans on va dire, même un peu plus. Alors, Michael Degundil, salut, présente-toi un peu. Bah, présente-toi par rapport à la muscu. Là. Bah, en général, Ouais, non quelle mais est ta salut, je formation m'appelle alors? Henri, je voudrais bien Alors, réussir ma vie. voilà. Oui, mais ça, les gens ne connaissent pas, les nouvelles générations connaissent le rap et ne connaissent pas forcément ce vieux À l'avoine. chanteur Balavoine, qui est mort dans un accident d'hélicoptère. Alors, quelle est ta formation de base? Et ça, ce qui est marrant, on va voir que tout mène au bodybuilding. Bah tout mène, tout peut y mener ou tout ne peut pas y mener. C'est vrai que c'est plutôt le bodybuilding qui m'a mené à ma formation parce que dans les années fin des années 80 en France, les salles de muscu c'était pas grandiose donc en tant que bon culturo, j'avais qu'une idée, c'était d'aller m'entraîner au Gold Gym ou faute de Gold Gym, au moins aller m'entraîner dans une salle américaine. Et toi, tu vivais Donc dans de là, je me suis dit en banlieue. comment aller aux États-Unis, bah, c'est de faire après le bac, de passer, de faire mes études dans une université américaine. Donc, très jeune, tu as voulu faire des études dans une université américaine pour pouvoir pratiquer le bodybuilding aux USA, aux Aux States. États-Unis. C'est ça. Donc en fait, c'est pas tout mène au bodybuilding, c'est le bodybuilding qui mène un peu à tout. Donc, tu as utilisé justement le biais de faire une école, je crois, une école de commerce, hein, Ouais, bah, pour c'est pouvoir tout, de toute pratiquer manière, aux le États-Unis. bodybuilding. Au Texas, hein, au Texas. Non, je suis d'abord allé à Philadelphie. Ah, d'accord. Ah, donc tu as voyagé aux États-Unis. Tu as fait combien d'années aux États-Unis? Bah, en tout, à peu près, alors deux, quasiment 2 fois un an, pas tout à fait. D'accord. Donc, tu as vécu 2 ans Il y a retour en France entre les deux. aux États-Unis pour vivre de ta passion du bodybuilding en utilisant le Bah oui, prétexte de faire une école de commerce, c'est ça? voilà. D'accord. Parce que ça fait toujours rire quand on le dit, il n'y avait pas Internet, mais pour avoir les résultats d'Olympia, il fallait attendre 3 mois hein, quand tu étais en France. Donc, à moins d'avoir des connexions de mecs qui connaissaient un tel et qui avaient entendu parler des résultats, D'accord. Donc toi, tu vivais c'était... à la base, tu vivais confiné dans Ah ben en plus, un ouais, quartier j'étais... résidentiel sans moyen de transport. Donc tu rêvais un peu de musculation en t'entraînant chez toi avec un matériel très restreint. c'est plus que restreint, le matériel. Oui, il n'y avait que dalle à l'époque. Il n'y a pas beaucoup plus, mais maintenant, si je voulais trouver une salle, à peu près en 10-15 minutes de voiture, tu y arrives. À l'époque, j'avais pas de voiture parce que j'étais jeune. Et la salle de muscu, je sais même pas s'il y en avait dans le coin. Il aurait fallu aller à Paris pour trouver des trucs qui étaient déjà pas top non plus. Donc, Donc c'était la misère. Hein. tu es passé directement de la salle miséreuse avec 2 haltères à ton père et peut-être une barre fixe au, Au VDR. Là, après je non, suis allé non, au non, mais je veux VDR. dire aux États-Unis, aux magnifiques salles américaines. Bah, magnifique salle, non. D'abord, je suis passé au VDR. Et puis après, non, quand je suis arrivé aux États-Unis, c'était la douche froide quand j'ai vu les gueules des salles qu'il y avait à Philadelphie, quoi. Merde. Parce que dans la ville elle-même, c'est la misère, quoi. Hmm. Il y avait qu'en banlieue où il y avait des... Et encore, c'était pas grandiose, quoi. Au D'accord. Texas, c'était beaucoup mieux, par contre. Alors au Texas, tu étais Et où? Quelle Philadelphie, ville? Quelle ville au Texas? j'étais à Dallas. Dallas. Enfin, à côté de Dallas, parce que Dallas lui-même, c'est un peu... Est-ce que tu as visité South Fork? Ah bah oui, évidemment. Ouais. Si, j'y suis allé. Mais enfin, paradoxalement, c'était à au moins 1 heure de Dallas. Au moins 1 heure de voiture de Voilà. Dallas. Il faut expliquer ce que c'est que South Fork pour les jeunes générations qui ne connaissent pas, hein.
Bah alors là, c'est misère si tu connais pas Bah, beaucoup de jeunes. la résidence de JR. De J.R. Ewing. J.R. Ewing, le héros, Du pétrole. le roi du pétrole des séries américaines. Qui a une série qui a duré, la première énorme méga production américaine. Qui a duré des années et Je des sais années. pas, mais enfin, ça a vraiment fait. Ça a vraiment. Mais je me souviens, à l'époque, donc dans les années 80, pour montrer qu'il était riche et que c'était quelqu'un, dans son bureau, il y avait un ordinateur. Ouais. Bah, moi, je rigole parce Quand tu que. avais un ordinateur à cette époque-là, tu étais vraiment le. C'est un peu comme si tu avais ta fusée pour aller sur la Lune, quoi. Alors, moi, je rigole parce que ici, à Gyula, il y a la réplique de South Fork qui a été faite par un paysan du Cru qui, il y a 10, 15 ans ou 20 ans, quelque chose comme ça, a réussi, je crois, en partie aux États-Unis, après dans le commerce, ici avec quand l'Europe s'est ouverte, avec les importations, tout ça. Et pour montrer sa réussite, il a fait dans la prairie, à côté de chez moi, la réplique de South Fork. Tu vois. Donc, Mais tu l'as vu, non? ah bah non, c'est à côté de chez moi, là, je la vois tous les Non, mais jours. tu as vu la maison? Oui, 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 je la vois tous les jours. Malheureusement, il y a un pont qui a été construit dessus pour enjamber une petite rivière qui n'était pas loin, et du coup, ça lui bouge son paysage. Alors que normalement, il voyait le paysage. C'est exactement la même maison. Il avait un paysage, la plaine hongroise à perte de vue. Quand tu vois les. Alors, le voisin de South Fork, il a 10 minutes de voiture pour. Pour situer, il y a des grandes prairies, donc là où ils ont leurs animaux, donc le voisin de proximité, c'est 10 minutes de voiture minimum. Ouais. Mais tu t'aperçois que South Fork, c'est le prolétaire du quartier parce que sa maison est toute petite. Par rapport aux autres, qui ont 2 fois plus grand. Par rapport aux autres, ouais. Voilà. Bon, donc, tu es passé de ta salle, de ta petite salle, aux salles américaines, donc à Philadelphie, et ensuite. En passant par le VDR. Le VDR qui était presque mieux que les salles que j'ai trouvées à Philadelphie. Alors, le VDR, c'est. Enfin, au moins au début. Après, il y a un World Gym qui s'est ouvert et c'était un peu mieux. C'est le VDR en France, pour que top. Les mecs comprennent. Le VDR est la première très grande salle de bodybuilding qui a été ouverte en France, à Paris, sur les quais de Seine. Et c'est là où nous nous sommes connus. Alors, nous fréquentions sans nous parler, hein, bien sûr, à l'époque. Hein. C'était des powerlifters, donc on ne parlait pas à ces gens-là. Voilà, c'était les bodybuilders, c'était des shootés. Les powerlifters, c'était des pauvres types un peu bizarres. Voilà. On tolérait vaguement dans un coin de la salle. Chez nous, mais qu'on méprisait. Et de l'autre côté, il y avait les powerlifters qui méprisaient les bodybuilders en disant ils sont shootés. Et non, ils sont pas forts. Pas ils sont shootés, ils sont pas forts. Qui regarderaient les crossfitters du coin de l'œil. Voilà, c'est à peu près la même chose. Mais c'était une très grande salle. C'était vraiment la première salle. Il y avait toutes les machines, les Nautilus, il y avait toutes les marques. Hein. C'était la première salle avec un tel budget parce qu'il y avait des salles. Il y a eu les salles à Nubray, il y a eu le gym Riquet. Il y a des salles qui étaient très connues. Mais bon, si tu t'entraînais pas qu'avec des poids libres, c'était un peu la misère. Voilà, donc là, c'était le début des machines. D'ailleurs, tu as racheté une partie des vieilles Nautilus, hein, qui étaient quand même des énormes machines, des collectors, quand le VDR a fermé. Hein. Ouais, enfin, je les ai pas rachetés tout de suite, mais après, il y en a beaucoup qui ont fini chez moi. Donc, un peu comme tu es quelqu'un qui aime justement qui collectionnait les machines, tu as des machines sur lesquels se sont entraînés des grands champions, et particulièrement Sylvester Stallone, puisque je sais qu'à côté de je crois que c'est ta machine à cuisse, si je me trompe pas, tu as la photo de Stallone s'entraînant sur la même machine, donc il doit rester, si on cherche sur bien. La machine, les gens, c'est un peu ambigu de dire ça, mais Stallone s'est assis et entraîné sur ma machine à cuisse. Ouais. Donc on doit retrouver ça. C'est pas un champion non plus, Stallone. Oui, mais ça se trouve, on doit retrouver un peu d'ADN de Stallone si on cherche bien dans le Sky. On dit pas c'est Stallone, c'est Rocky qui s'est entraîné sur ma machine. C'est Rocky, voilà, c'est ça. Donc tu es un grand Rambo. Alors d'où vient cette passion pour le bodybuilding? Comment ça se fait que tu as cette passion pour les corps musclés, secs, huilés? Épilés. D'où vient cette passion pour ces corps d'hommes développés à l'excès? Et bronzés. C'est ce qui je nous intéresse. Mais enfin, bon, j'ai toujours voulu être balèze. Être musclé.
il y a des mecs, ils ont commencé avec les comics. Moi, j'ai jamais aimé les comics, mais... Bah, moi non plus, j'ai jamais été... L'homme qui valait 3 milliards, Ah ouais? qui me... Est-ce que c'était pour compenser un complexe physique particulier, comme beaucoup en bodybuilding? Je sais pas. Non, mais à la base, comme je faisais de l'aviron, et puis que le bassin, il était très loin, c'était plus d'une demi-heure en voiture, et on pouvait pas... Au maximum, pour préparer les compétitions, on pouvait y aller 2 fois par semaine, pour compenser un peu. J'ai fait de la muscu, mais j'ai toujours aimé la partie... La partie entraînement, d'abord, donc tu as commencé la muscu en complément d'un sport qui était l'aviron, que tu pratiquais parce que ton papa était avironneur lui-même. Ah ouais, il était champion d'aviron. Moi, je suis le seul de la famille qui n'en est pas fait. Été au moins champion de France, ni champion international en aviron. Oh, mais tu as fait mieux, tu as fait du... c'est pas... Tu as été écrivain international, maintenant, internationalement. D'accord, non mais... je suis le seul à pas avoir des cartons entiers de coupes et de médailles dans ma cave. Ok. Alors dis-moi, après avoir pratiqué justement, après avoir réussi brillamment, je pense, tes diplômes d'école de commerce, en plus c'était une école de commerce renommée, non? Est-ce que tu as travaillé dans le commerce? Bah, pas vraiment, ça m'a tout de suite un peu, mais ça m'a vraiment fait chier de travailler en équipe et... Donc c'était pas ta passion, monter sur les autres. Vendre et faire des bénéfices, c'était pas ta passion? Bah non, non. Tu n'avais pas vraiment le goût des affaires? Non, pas tout à fait, tu vois. Je suis plus du nord que du sud. D'accord. Donc toi, c'est plutôt le travail, plus que les affaires. Et ouais, la recherche, les découvertes, Ah oui, un véritable homme. De faire du fric. Oui. On est plus dans la recherche et dans le combat plutôt que dans le bénéfice. Ce qui plaît. Je suis pas dans le combat, moi je me suis jamais senti dans le combat, mais plus ou dans la performance. Tu essayes quand même d'augmenter tes performances pour augmenter ton volume. Partage des connaissances. De la connaissance, quoi. Oui, parce que je voudrais signaler aux gens qui trouvent des fois, parce que c'est mon ami Michael Gundil, que je connais depuis pas loin de 30 ans maintenant, hein, peut paraître des fois un peu brusque et un peu méchant et un peu dur, mais il faut savoir que dans le fond, c'est quelqu'un qui aime profondément partager les connaissances, c'est-à-dire découvrir et donner ce qu'il connaît. Et pour faire mais à une condition, c'est que le mec à qui tu le partages, il va un peu se bouger le cul pour, avec ce que tu lui as donné, s'en servir comme base pour lui-même alors progresser dessus ou faire des recherches, etc. Oui, il va dire les mecs, ils attendent, ce que j'aime pas du tout, c'est le mec, il attend une réponse, et puis voilà, quoi. Est-ce que il attend une réponse oui ou non, ou 12 reps, ou 15 reps, ou 3 séries, mais moi, je place la barre d'exigence pour moi-même comme en très haut, et j'aimerais que les gens qui me posent des questions ou qui font de la muscu aient au moins, alors peut-être pas autant d'exigences que moi, mais un tout petit peu, quoi. En ça, tu es très proche du confucianisme et du bouddhisme. Hein. Le confucianisme c'était Confucius qui disait ne pas enseigner. Ne pas enseigner si quelqu'un ne fait pas la démarche de venir vers toi. Tu vois, et pour Bouddha, c'est, comme dit Bouddha, ce que je vous enseigne, vivez-le. C'est-à-dire, c'est essayer la vie. Oui, non, mais c'est une première marche, c'est pas... J'aimerais que les mecs, tu vois, alors celui qui m'avait un peu mis le pied à l'étrier, c'est Dan Duquesne, vous pouvez chercher... alors ça s'appelle Duchesne, vous pouvez chercher pour ceux qui ne connaissent pas. Et je lui avais posé des questions comme ça, et il m'avait répondu... La réponse est quelque part, trouve-la. Voilà. Et finalement, alors évidemment, quand tu as ça comme réponse, tu te dis putain, mais quel con. Et finalement, je crois que c'est la meilleure réponse qu'ils auraient pu me donner. Parce que c'est un peu à toi de te bouger le cul pour... C'est ce que j'explique à tout le monde, comme dit qu'est-ce que je fais comme programme ça, est-ce que je peux faire ça? J'ai dit écoute, essaye. Et si ça marche, tu continues. C'est à toi d'expérimenter. Nous, on te montre des directions.
On te montre ce que tu peux faire. Maintenant, tu dois tester en fonction de tes sensations et des effets qu'il y aura sur toi. C'est toi qui dois essayer la vie. Hein. Tu sais, comme en philosophie, il y a les gars qui connaissent le monde et la philosophie uniquement par les livres, mais c'est juste des directions qu'on vous indique pour vivre vous-même votre vie et justement expérimenter l'existence, parce que le but de l'existence, c'est d'expérimenter l'existence, de faire d'échouer, d'apprendre par ses échecs et de réussir et de se renforcer par ses réussites. Tu vois, c'est tout. Les mecs, ils sont vraiment comme des poussins, ils attendent que la maman, elle a été chercher la bouffe, elle l'a mastiquée, et puis elle te le met directement dans le bec, comme ça. Ben, c'est le phénomène gourou, tu sais, c'est les mecs qui vont essayer de chercher chez un maître le savoir absolu et la délivrance de leur souffrance. J'ai dit non. Enfin, le savoir absolu sans se casser trop le cul. Hein. Voilà, ouais, ah oui. J'ai dit mais non. Moi, je suis pas contre le savoir absolu, mais les mecs, ils sont prêts à zéro effort, quoi. Nous, on va juste ouvrir des portes. Maintenant, c'est à vous de découvrir et même d'aller plus loin que nous. Et les gens, ce qu'ils veulent, c'est combien de reps. La porte, c'est à toi de l'ouvrir. Mais le mec, tu lui indiques la porte, faut que tu lui ouvres, faut que tu lui nettoies un peu ses chaussures avant qu'il rentre. Et puis après, faut que tu lui offres du champagne une fois qu'il a passé la porte. Et puis il faut que tu l'applaudisses parce qu'il a passé la porte, tu vois. Moi, je te montre juste la porte. Si t'en attends plus, faut mieux pas. Il y a un mec qui me dit, oui, j'ai raté mes examens. Franchement, j'en ai rien à foutre. Si t'attends que je te console, t'es pas tombé sur le bon gars, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Donc alors, t'as commencé à vivre réellement du bodybuilding comment? Quand et comment? C'est grâce à Florence Ghibellini qui connaissait quelqu'un qui travaillait au monde du muscle, parce que on s'était dit, tiens, on va faire une espèce de newsletter, ce qui était très à la mode aux États-Unis. Et puis le patron du monde du muscle nous a dit, bon, plutôt que de faire une newsletter, je préfère que vous commenciez à écrire pour moi. Et là, tu as commencé des articles qui étaient assez pointus de repris. Alors, ça n'avait pas la qualité de tes articles de maintenant, puisqu'on évolue, on s'enrichit et on arrive... Oui, puis on n'avait pas les outils de recherche qu'on a aujourd'hui. Hein. Oui, il faut expliquer aux gens qu'avant, il fallait s'abonner à de nombreuses revues et que... fallait aller à la bibliothèque, fallait regarder en fait, c'était des espèces d'annuaires qui sortaient toutes les semaines, qui regroupaient tous les articles qui sortaient dans les périodiques scientifiques. Une fois que tu avais le truc, fallait attendre que le périodique il arrive en France et fallait le demander. Après, tu faisais une photocopie de l'article et puis tu le lisais chez toi. Alors que maintenant, ça arrive sur ta boîte aux lettres directement sur Internet. Donc le confort et la vitesse de travail, la productivité du travail a quand même été multipliée par 1000 ou 2000 ou voire plus. Voire plus. Il faut dire aussi que même maintenant, l'accès à l'information par Internet, ne serait-ce que la recherche, est facilité. On peut avoir accès à des facultés, à des bibliothèques de facultés, aux dernières recherches des labos les plus... des meilleurs labos du monde, hein, qui ont le plus de budget. Et on peut avoir ça avec un clic, hein. Faut le savoir, hein. Et que maintenant il y a n'importe quel individu peut du fond de son studio parisien de 10 mètres carrés sans argent avoir accès à des informations au fond de la Cambrousse, avoir accès à des informations qui auraient coûté le prix d'un enseignement très très cher dans une fac américaine. Faut le savoir, hein. Puisque les cours des profs sont en ligne. Il faut savoir qu'il y a encore un mec récemment, il me dit t'as pas la date d'Olympia, s'il te plaît? Alors évidemment, pareil, il s'est fait un peu rembarrer. Bah oui, parce que tu tapes Olympia 2017 et c'est bon, tu l'as. Ce qu'il faut, c'est juste savoir les mots-clés, comprendre qu'il y a des mots-clés et utiliser les mots-clés. Beaucoup, les mecs se cassent pas trop le cul. Oui, mais bon, dans la quantité... Il y a pareil, un mec qui me dit, je vais faire des recherches, je vais faire des études scientifiques, tu veux pas faire les recherches pour moi, le mec, il me dit. Oui, c'est ça. Ah bah moi, la dernière que j'ai eue, c'est, dites, Monsieur Delavier, pourriez-vous me donner un site où je pourrais télécharger gratuitement vos livres? Alors, il est gentil, mais déjà, si tu as un peu d'argent, le moindre des choses, c'est de payer ton enseignement pour
que nous, on puisse continuer à chercher. La deuxième chose, si tu n'as pas d'argent, je comprends parfaitement que tu ailles pirater mon livre, je ne t'en veux pas, mais viens pas me demander de faire des recherches pour toi, parce que dans ce cas-là, j'ai aussi te torcher le cul, tu comprends? Donc, il y a quand même des limites, et les mecs n'ont pas compris qu'il y avait des limites. Je veux dire... Non, c'est ça, c'est un peu le problème d'Internet, c'est qu'on a tous les débiles qui nous tombent dessus, et c'est les plus, c'est ceux qui gesticulent le plus. Oui, mais on a aussi dans la une sacrée quantité de gars extrêmement intéressants qu'on voit naître. Par exemple, dans les youtubeurs actuels, moi je sais qu'il y avait Paul Mathieu, le doc. Je sais ce que tu vas dire. Non, mais Paul Mathieu est excellent dans la traumatologie sportive et la traumatologie de muscu. C'est le top. Et je me souviens, on faisait des discussions à la salle quand on s'entraînait sur les blessures. Et je lui ai dit, attends Paul, Mathieu, je me souviens plus, tu m'expliques des trucs d'une façon extrêmement intéressante et simple. Mais pourquoi tu ne les fais pas tu ne fais pas une chaîne vidéo où tu expliques ça parce que tu es vraiment doué. Et je lui dis, mets-toi en blouse blanche avec un stéthoscope et fais une vidéo. Et fais des vidéos. Bah, il a commencé à les faire. Et je peux dire, parce que tu sais, on n'en voit pas beaucoup des mecs excellents en France. Même dans le monde entier. Même dans aux États-Unis, il ne faut pas croire que les mecs sont encore plus brillants. En général, ils sont pires aux États-Unis. Et je peux dire que de tous les mecs que j'ai vu passer actuellement, Paul Mathieu, c'est le plus haut niveau que j'ai vu en enseignement sport muscu avec cette optique pathologie. Tu vois, cette optique blessure. C'est le top du top. Je sais même pas si aux États-Unis ils ont ça. Le mec sort, il ne sort pas de nulle part puisqu'il est médecin spécialisé en cardiologie, passionné par la médecine sportive. Il fait de la cardiologie parce que ça l'intéresse, aussi parce qu'il y a des postes, puisque tout le monde à plus ou moins long terme a un problème cardiaque, jusqu'au moment où il va même en mourir, puisqu'en général on meurt d'arrêt cardiaque, qui entraîne la mort du cerveau. Donc c'est une profession d'avenir qui rapporte pas mal d'argent, mais sa vraie passion c'est le sport, la traumatologie sportive, et il fait des vidéos. Et il fait un enseignement de haute qualité pour un jeune qui est médecin quand même, et qui va en salle et qui est passionné. Donc on a en France, tu vois, on voit émerger quand même grâce à Internet des gars avec un top niveau, avec un enseignement fabuleux. Je recommande à tous les jeunes les bodybuilders d'aller jeter un petit coup d'œil à des fois sur les vidéos de Paul Mathieu, dit le doc. T'es d'accord avec moi, non? Ouais, j'ai pas écouté, j'ai juste fait des podcasts avec lui, puis on n'a pas parlé spécialement de c'est lui qui m'a expliqué très très simplement les problèmes de cholestérol et le problème de dégradation des vaisseaux, les causes de la dégradation des vaisseaux et des accidents cardiovasculaires en sport, mais aussi les causes de dégradation de vaisseaux. C'est très très intéressant. C'est un mec passionnant. C'est comme quand il nous a expliqué le coup de l'arrêt cardiaque de la jeune youtubeuse sur le dernier podcast qu'on avait fait avec Tony Fit. Tu vois bien que c'est un gars qui va au fond du problème et qui t'explique les causes, et c'est brillant. Et on n'en a pas beaucoup comme ça, tu vois. Donc on a des mecs comme toi, Gundil, on a des mecs comme moi, t'as vu, moi des fois je t'énerve un peu, mais on fait un bon duo, puisque toi, il y a des trucs qui m'intéressent, qui ne t'intéressent pas, et moi, il y a des trucs qui m'intéressent, et moi, il y a des trucs qui t'intéressent, et que moi, ça m'intéresse pas. Donc, on se complète. Mais tu vois, on a aussi Paul Mathieu, qui lui est excellent sur son domaine. Donc, on retrouve, tu vois, des gens formidables grâce à Internet. Et Internet les nourrit en même temps, tu vois, d'informations. Et en plus, ils peuvent communiquer. Donc, on voit naître, quand même, grâce à ce réseau, pas que des abrutis, on voit naître aussi des gens très forts. Comme je dis, il y aura pas mal. Le problème d'Internet, c'est que c'est les plus débiles qui sont les plus voyants. Ce qui est un peu, ce qui est compréhensible, puisque leur vie elle est pourrie. Donc tu essayes de te valoriser comme tu peux dans l'anonymat, mais c'est dommage d'avoir un tel outil pour en arriver à un tel déversement de conneries. Mais enfin, c'est inévitable. C'est inévitable. Mais bon, d'un autre côté, tu as accès à l'information de haut niveau, tu vois. Avec toi, avec moi, avec Paul Mathieu maintenant. Je cite Paul Mathieu parce qu'aux États-Unis, il y a des mecs de très haut niveau dans tous les pays. Mais il n'y en a pas tant que ça. Tu es d'accord avec moi? Ben non, moi j'étais très déçu. Pareil, quand au début d'Internet, Dan Duquesne, il m'avait dit oui, maintenant il faut être sur le net, etc. Alors je me suis dit, être confronté aux Américains directement en live et tout, ça va être dur. Alors moi j'avais multiplié les heures de travail
pour essayer de me mettre à niveau. Et puis quand je suis arrivé sur les forums, parler avec des mecs qui étaient hyper connus aux États-Unis, je me suis aperçu qu'ils valaient pas un clou. Non seulement ils étaient complètement cons, mais en plus ils n'avaient il y avait aucun travail derrière. Alors ils faisaient que répéter ou voler les informations des autres. Pour faire du fric, parce que je voyais des fois les mecs qui me disaient oui mais alors est-ce que tu as une référence qui prouve ce que tu dis parce que j'y crois pas. Alors moi je donnais la référence et puis 2-3 mois après je voyais le mec, il écrit un article dans les magazines, parce que moi j'écrivais aux États-Unis en même temps. Le mec il écrit aux États-Unis en disant oui j'ai trouvé un truc super et puis bim il utilise ta référence. Ce qui est normal parce que tous les mecs qui étaient entre guillemets gourous, surtout à l'époque, c'était tous des dealers de drogue. C'est comme ça que les mecs, forcément que le mec qui te vend tes stéroïdes, tu lui demandes aussi des conseils pour les utiliser. Donc c'est comme ça que les mecs se sont fait un peu des noms. Donc en général ils sont gourous, donc... Puisque forcément tu commences avec un mec basique, après le mec il fait des compètes, et puis sur le tas, quand tu es dans une grande salle, il y en a forcément qui réussissent, donc tu deviens l'entraîneur des champions. Voilà, et tu vends. Il y a beaucoup de mecs qui se sont fait un nom, mais c'est des mecs qui intellectuellement sont pas très brillants, sauf pour faire du fric, pour trouver toutes les combines possibles et imaginables pour faire du fric, et qui n'ont aucune volonté de faire des recherches ou de trouver des trucs nouveaux. Ils piquent juste les informations à droite à gauche, un peu à la Charles Glass, que tu le vois, les mecs ils voient Charles Glass faire des exercices un peu étranges qu'ils ne voient pas ailleurs, mais comment Charles Glass il a ses idées, il n'a pas d'idées, il a juste piqué les idées. Parce que le Go Gym c'est une salle où les mecs du monde entier viennent pour s'entraîner, par exemple en août ou etc. C'est le pèlerinage. Donc sur le tas, ils voient des mecs faire des exercices un peu étranges que les mecs faisaient dans leur pays. Et bim, il dit tiens, une fois que le mec il est parti, tiens c'est pas con ça, et bim, il te montre soi-disant un angle, mais en fait lui il a rien trouvé. Non, en général on trouve jamais rien. J'ai vu qu'il faisait un exercice que je faisais au VDR, j'avais commencé à le faire au VDR, et puis après tout le monde le faisait au VDR. En général c'est très rare de trouver, hein. En général les gens ils ne font que reprendre, c'est ce que j'explique à tout le monde. Non mais tu te dis tiens le mec il est brillant et tout, mais en fait il vaut pas un clou, parce que dès qu'il te parle d'anatomie, c'est là que tu te rends compte que non seulement il y connaît rien, mais il a jamais étudié le truc et il s'est jamais posé de questions, il parle comme ça juste pour raconter quelque chose, quoi. Ou ils n'ont pas la capacité mentale, de visualiser l'anatomie, de comprendre comment ça fonctionne, donc ils ne font que répéter. Hein. Pour peu qu'ils aient pour l'utiliser pour faire du fric, c'est la mentalité américaine. Moi j'avais parlé avec un mec comme ça qui était venu une fois, je m'entraînais chez moi, j'avais quand même une bonne salle. Et puis je parlais avec un mec comme ça, un Américain, puis il me dit ouais je suis sur Paris, je peux passer chez toi et tout. Bah, je lui dis ouais. Et puis on avait parlé, puis je lui avais donné des trucs nouveaux. Et puis lui c'était putain comment je vais pouvoir faire du fric avec l'information. C'était son grand truc. Comment je vais pouvoir faire du fric avec l'information que le mec vient juste de me donner. C'était son truc. C'était un peu bizarre comme réaction, mais c'est typiquement américain. Faut savoir qu'en Amérique quand même c'est pas un pays d'assistés. Donc, si tu penses pas à faire du fric, t'es mort aussi. Hein. Alors qu'en France, tu auras toujours le RSA, quoi. Ouais, non, mais moi, ce que j'aime pas, c'est les escrocs, quoi. Bah et oui. Après, très vite, tu tombes dans l'escroquerie la plus sordide. Bah, c'est souvent ça. Il n'y a pas que les Américains, hein. Ça se fait beaucoup de par chez nous aussi, mais c'était beaucoup américain. Dès que tu lui dis un truc, tu vois, il se dit pas tiens, ça va me permettre de progresser au bras, ou de... C'est putain, comment je vais pouvoir faire du fric à partir de ce truc-là. C'est-à-dire que toute information, toute science est faite en fin de compte, en finalité, pour récupérer l'énergie. Un peu comme ça aussi, c'est comment, grâce à une nouvelle information, je vais pouvoir la monnayer et faire du fric. Qui est-ce qui était comme ça? Dan Duquesne, il était, tous les Américains, hein. Ouais. Enfin, tous les Américains qui réussissent un peu, ils ont fortement cette mentalité. Tu vois, le français, on est plus, on va essayer d'apprendre, d'approfondir nos connaissances. C'est pour ça qu'on n'arrive à rien aussi. Hein. Bah oui, c'est un juste milieu. On a des très bons ingénieurs et que on a fabriqué le Concorde, mais un truc génial, mais qui a jamais été rentable, ou le TGV.
l'américain, il ne fabriquera pas le Concorde. Ouais, c'est pour ça. Allô? Ouais, c'est mon double appel. Donc c'est pour ça qu'il faut, il faut être dans la voie du milieu, c'est-à-dire penser à apprendre, expérimenter Ouais, la non, vie mais par on n'est plaisir pas, moi, et essayer de gagner sa vie j'ai pour pas continuer cette à vivre. mentalité à courir pour 3 centimes, surtout à escroquer un autre. Parce que les mecs, ils te voient comme un mec qui essaie absolument de vendre tes livres. Mais bon, ça c'est le... Mais moi aussi, je suis consommateur de tout, hein, d'électronique, de bouffe, de compléments alimentaires. Et j'ai horreur de l'incompétence ou qu'on essaie de m'entuber, etc. Donc, si j'aime pas ça, c'est pas pour le faire à un autre. Donc, ça me vient pas à l'idée d'essayer d'escroquer les mecs Et donc tu as pour gagner 10 euros, quoi. donc toujours très moral, une espèce de moralité, c'est-à-dire gagner C'est une sa vie, question de moralité, gagner c'est sa une vie question honnêtement avec une information de qualité. Tu vois, quand sur YouTube, il y a de la pub, j'ai horreur de ça. Donc, c'est pas pour mettre de la pub dans mes vidéos pour gagner... Et t'as jamais pensé à faire à te faire sponsoriser par une marque de protéines et de faire de donner un code quand on appelle le code du jour avec la vidéo et les gens ont des réductions pour que tu touches un petit Surtout une protéine de merde, tant qu'à faire. et tu touches un petit pourcentage, non? Non, mais par contre, des fois, il y a des bons produits. Il n'y a pas que des produits de merde, hein. Il y a aussi des bons produits, mais bon, Donc j'en parle, mais sans donner de code promo. voilà. Si Sans avoir si on en une revient arrière-pensée à récupérer 1 ou 2 centimes par... alors qu'on n'a plus beaucoup de temps, parce qu'il faut que la vidéo soit pas trop longue. Donc après avoir commencé à bosser avec Ghibellini, Florence Ghibellini, qui avait aussi un magazine, je crois, de lutte mixte, hein, donc une espèce de Enfin, c'était différent, ça, ouais. De lutte féminine. de lutte féminine. C'était lutte féminine et lutte mixte, c'est-à-dire c'était, je me souviens d'avoir assisté à des combats et avec Ghibellini, elle organisait ça via son magazine. Et ben moi j'apprenais les filles, les grosses musclées qui venaient, puis je les battais. Et j'ai pas compris que les mecs qui venaient là-bas venaient en vérité pour se faire soumettre sur un tatami par des grosses filles musclées. Ah oui. Je n'avais pas compris la psychologie de l'acte. Donc ça gênait les grosses bodybuildeuses. Après donc j'ai fait le premier combat pour m'amuser. Allez, viens Fred. Et puis alors le premier combat j'ai gagné. Et puis le deuxième et le troisième, pour mettre de l'animation, bah, j'ai perdu évidemment pour faire plaisir aux mecs qui regardaient ça et qui jouissaient de voir les hommes perdre et de s'imaginer perdre aussi et après de payer pour perdre contre des Tu te bodybuilders. bats avec une nana et il faut absolument que tu gagnes. Donc, c'est pas très... Non, il faut absolument perdre, c'était ça. J'avais pas compris, moi, parce que je suis un mâle normal. Donc après avoir Il y commencé... avait un mec, je me souviens, il avait vu une nana, un vieux, et puis elle avait des gros bras, puis il lui dit, mais vous avez des gros bras Elle a dit oui. Enfin, c'était une américaine, donc la communication était un peu restreinte. Et puis il lui dit, mais vous devez être forte au curl. Alors elle dit oui. Et puis il dit, mais vous croyez que vous pourriez me porter un peu comme un bébé C'est minable. Et ça, C'est minable, Non, chacun ses fantasmes. chacun ses fantasmes. C'est ça qu'un pédophile qui va faire chier devant les écoles. Ou... C'est sûr que ça ne porte pas conséquence, à la rigueur, c'est pas grave. Le gars, il ne gêne personne. Alors, donc, tu as fait les articles avec Florence. Et puis rapidement, j'ai aussi écrit dans Iron Man aux États-Unis. Comment as-tu contacté Iron Man? C'est eux qui t'ont appelé? Comment ça s'est passé? En fait, c'était pareil, c'était par les forums. J'avais un pote canadien sur les forums. Il m'avait, on avait dû parler d'articles, etc. Puis il m'a dit tiens, je vais contacter les journaux américains. Et puis, d'accord. Et puis il avait un peu agi en tant que mon agent, quoi. Et il n'y avait pas Internet à l'époque. Hein. Et il faut dire qu'après. Il y avait Internet. Ah oui, oui. C'est par Internet. Ah oui, mais ça marchait très lentement. Hein. Il n'y avait pas les réseaux. Ah oui, non, mais c'était les débuts d'Internet. Voilà. Les mecs, quand je le dis, ça fait rigoler comme si. Mais j'étais l'un des premiers mecs en France à avoir Internet. Alors pas pour les entreprises. Pour les entreprises, ça existait depuis plus longtemps. Mais un des premiers mecs en France à avoir Internet à titre privé, parce que j'avais été bêta-testeur chez AOL. Donc, et quand j'appelais AOL le service client, ils croyaient jamais, quand je donnais mon numéro d'abonné, ils croyaient jamais que c'était vrai, parce que j'étais l'un des premiers abonnés. Donc c'est grâce à Dan Buchanan qui m'avait dit, parce que j'avais aucune idée de ce qu'était Internet.
En plus, alors, ce qu'on appelle aujourd'hui Orange, comme ils avaient le Minitel, ils faisaient tout pour que Internet, ça se développe pas, ça coûtait la peau du cul. Faut toujours s'en souvenir, ça, des monopoles qui empêchent la liberté. Ils faisaient tout pour... donc, il n'y a personne qui parlait d'Internet. J'avais eu du mal à trouver ce que c'était. Il y avait très peu de providers. C'était surtout des trucs professionnels. Et donc, non, c'était sur Internet, mais... Et il faut dire aussi pour que... Internet, je ne sais plus, il faudrait que je retrouve la date. Mon premier... oui, moi, je sais que je pense... Internet, je crois que je l'avais noté. Je pense que j'ai été le premier auteur aussi, parce que j'ai eu Internet très tôt pour d'autres raisons. Et je pense que c'est même moi qui l'ai fait monter chez Vigo, puisque Vigo n'y croyait pas, hein, et à la base. Et je crois que j'ai été le premier auteur qui est français, qui a dû vendre son bouquin à l'étranger, via Internet. Tu vois, j'ai eu Internet à la mi-mars 1996. Alors il faut dire aussi que ton nom c'est un anagramme de... Chez moi, parce que à Beaubourg, ils avaient une connexion Internet, alors il fallait voir ce que c'était les connexions Internet. L'équivalent de Google, c'était un espèce de roulette. Tu appuyais sur le bouton, et puis il t'emmenait sur un site, et puis tu avais 3 photos, puis tu faisais « Oh !» Alors tu avais sur le site, ça pouvait être une voiture qui chargeait il fallait 30 ou 1 minute pour voir la photo d'une bagnole. Ouais. Et tu sais, oh, c'était ça le début d'Internet. Voilà, je tiens justement à apporter un peu l'anecdote d'Internet et des premiers sites pornographiques, hein, avec les photos en ligne gratuites. Et je me souviens des premières photos qui apparaissaient, alors c'était pas des films, hein. Maintenant il y a des films, hein, tous les célibataires... Tu crois, c'est vrai, il y a des films? Oui, je crois qu'il y a des films, je sais qu'il y a des gens qui regardent des films porno. Ah oui, il y a des gens qui tombent là-dedans, dans le stupre, dans la... Ouais, mais ils font pas exprès. Ils tombent dans le vice. Au début, ils font pas exprès, puis après, ils y restent accrochés comme une drogue. Et les premières photos pornographiques et les sites gratuits, je me souviens que les photos... on dit artistiques. Oui, j'y étais tombé par hasard, hein, bien sûr. Et les photos apparaissaient très lentement. Alors, on voyait la tête de la fille, ça apparaissait doucement, ça descendait comme ça. Les seins, alors tu avais les seins, et voilà, ça arrivait. Et des fois, ça bloquait au niveau des organes génitaux, tu vois. Et tu avais attendu 5 minutes, tu vois. Des fois, ça bloquait un peu au-dessus. Même au-dessus, donc les gens étaient déçus. Donc c'était pour vous dire que la vitesse de transmission de l'information n'était pas du tout la même, et que les jeunes qui sont là profitaient de ce merveilleux réseau qu'est Internet, qui vous permet d'avoir accès à la vitesse d'un clic à des informations que des gens auraient mis des années à avoir et auraient payé une fortune, puisque un enseignement de haut niveau payé des dizaines de milliers d'euros, pour pas dire centaines de milliers d'euros, peut être maintenant acquis gratuitement à la vitesse de... Mais tu peux aussi insulter tout le monde en disant « Ouais, mais tes tractions, le menton, il est à 3 cm de la barre, c'est pas des tractions. » Oui, tu peux aussi... par contre, si tu es un abruti sans but dans l'existence, avec une vie de merde, tu peux aussi menacer les gens, les insulter, te trouver des combats à réaliser derrière ton ordinateur, en étant, je sais pas moi... te transformer en super-héros en menant des combats virtuels bidons. Bidons, voilà. Hein. Alors je ne parle pas que des conversanistes, hein. Il y en a de tous les bords. Hein. C'est quelque chose de... Alors il y a les racistes, les antiracistes, les blancs, les noirs, je suis sûr que tout le monde combat. Les collectionneurs de papillons, je suis sûr qu'il y en a aussi. Donc, Oui, donc c'est la façon dans la vie de se donner un combat quand on a une vie de merde et d'avoir l'impression de participer à l'émergence d'une nouvelle super-héros, de participer à l'émergence d'une nouvelle société, alors qu'en vérité, ce sont que des branleurs derrière l'ordinateur qui ne font rien de leur existence et qui finiront en poussière, comme tout le monde. Mais au moins, il y en a qui font et d'autres qui font rien. Voilà. Donc après avoir fait ça, alors je signale quand même que Dan Duchesne, qui a été ton mentor un peu, hein, pas ton menteur, comme je l'ai dit, de loin, mais c'est vrai que le meilleur conseil qu'il m'a donné, c'est la réponse est quelque part, trouve-la, quoi. Et c'est lui... Mais c'est lui qui m'a montré, pareil, Medline, qui m'a dit, à l'époque, ça s'appelle PubMed, ou je n'ai jamais compris pourquoi... moi, j'ai toujours appelé ça Medline, mais ça s'appelle PubMed. Ce qui était le moteur de recherche, ce qui était énorme de me le dire, parce que je n'aurais jamais trouvé par moi-même. Le nom du moteur de recherche sur lequel on faisait les recherches pour tout ce qui était médical.
Donc c'est énorme. Juste un mot, alors c'est pas lui qui a fait mes recherches, il m'a juste dit, tous ces trucs-là, c'est sur Medline, démerde-toi maintenant. Et c'était, juste en un mot, c'est énorme ce qu'il m'a donné. Parce que j'aurais jamais trouvé tout seul ce moteur de recherche. Alors pareil, il y avait à Beaubourg, il y avait des inscriptions. Parce qu'il n'y avait pas Google et Wikipédia. Ils recevaient des abonnements, ils recevaient des gros disques qui plantaient tout le temps. Tu pouvais faire des recherches que sur les 5 dernières années parce qu'il n'y avait pas d'abonnement supplémentaire, mais c'est énorme. En un mot, c'est énorme ce qu'il m'a donné. Donc, par contre, ton nom, c'est l'anagramme de... D'un mec qui écrivait dans Muscle Media 2000, qui était mort. J'aimais bien ce qu'il écrivait, c'était assez poignant, et qui est mort assez vite. Alors, Michael Gundil, c'est l'anagramme de qui? Il m'a dit, vous voulez écrire sous votre nom ou sous un pseudo? Alors j'ai dit, sous mon nom, c'est bien. Il me dit, non, un pseudo, c'est mieux. Bon, je me suis dit, ça fait 30-40 ans qu'il est dans le métier, s'il dit que c'est mieux un pseudo... Et tu l'as gardé c'est un pseudo que ce sera mieux, et puis il fallait que je trouve quelque chose. Donc comme j'aimais bien les articles de ce mec-là... tu donnes le nom, ça te gêne de donner le nom? Le nom, c'est quoi? Puis Michael, c'est non, enfin c'est D plutôt, D, tu dis toujours D, le D c'est pour Don Duquesne. D'accord. Mais il s'appelait Dunlig, je crois, Dunlig. D'accord. Ah, Gundil Dunling, c'est ça? Voilà. Et Michael, ça vient d'où? Je crois que c'était Michael Dunlig. Ah, d'accord. C'est moi qui ai mis le D pour Don Duquesne. D'accord. Donc il y a toute une histoire pour ton nom d'auteur. Okay. Bah ouais, enfin bon, c'est pas non plus... Mais les gens le savent pas forcément. Et cette vidéo est faite quand même pour mettre un peu de... Il manque rien de pas le savoir. Hein. D'accord. Donc alors, après tu as travaillé justement pour Iron Man. Et c'est là justement où moi je bossais déjà au monde du muscle. Ouais, enfin, j'ai aussi écrit pour Dan Duquesne qui avait une newsletter. D'accord. Et c'est là où, à ce moment-là, quand tu étais sur Iron Man, je sais plus où je t'ai rencontré, je crois que c'est par Florence Ghibellini, probablement, avec qui je fais du powerlifting. On avait monté une revue qui s'appelle Power Mag, et elle m'avait dit qu'elle bossait avec toi. Et j'ai dit, bah tiens, et puis je crois qu'elle m'a dit que tu bossais à Iron Man. Et je crois que je t'ai contacté, je dis, écoute, Michael, moi, il n'y a pas dans Iron Man Amérique, hein, il n'y a pas d'article de biomécanique. Donc je te propose un truc, est-ce que tu veux qu'on fasse des articles de biomécanique ensemble? Je te file des dessins que je passais déjà dans le monde du muscle. Et toi, tu écris un article, je te raconte un peu le truc. Toi, tu approfondis un peu sur certains domaines et tu le traduis en anglais. Et c'est comme ça qu'on a commencé ensemble notre collaboration, pas d'abord avec les livres, mais avec les magazines américains. Il n'y avait pas encore Internet si développé. Hein, et on a été des Français qui écrivions ensemble des magnifiques articles de biomécanique aux États-Unis avec de belles illustrations. C'est ça, hein? Ouais. Voilà, donc il faut dire aux Français quand même que Michael D. Gundil et Frédéric Delavier étaient des auteurs qui faisaient 2, 3, 4 pages dans des magazines américains qui étaient à l'époque, quand il n'y avait pas tous les forums, des magazines... Il y avait plus que 3-4 pages. Hein. Oui, il y avait des numéros, il devait y avoir 10 pages. Voilà, on avait 10 pages. 10 pages complètes, hein. 10 pages complètes dans Iron Man qui était avec Flex et Muscle and Fitness, les plus gros magazines et musculaire développement. C'était loin derrière Vedder, mais c'était plus bodybuilding que Vedder qui dérivait dans le fitness ou dans le bodybuilding de compétition. Voilà, pour dire quand même aux jeunes qu'on était des Français qui écrivions dans des magazines américains, et les Américains ne le savaient pas qu'on était Français. Ils disaient putain c'est super, c'est vachement bien, les illustrations c'est top. Dans le monde entier, parce qu'il y avait des traductions au Japon, voilà. Il y avait une traduction en Allemagne, plus peut-être d'autres, et puis Iron Man, comme c'était en anglais, il était vendu en Angleterre, en Australie, un peu partout dans le monde. Magazine lui-même, plus les traductions. Voilà. Et comme après j'étais... Il y a du russe aussi, parce que je vois toujours mes articles en russe aussi. Oui, il y a dans tous les pays, même il y avait en Hongrie. Et c'est comme ça que après, moi j'avais déjà fait un best-seller aux États-Unis avec les articles que j'ai dans le monde du muscle, hein, je les reliais, puis j'étais allé voir Christian Vigo qui à l'époque était agréable, c'était une collaboration sympa. Et j'avais écrit un livre qui s'est vendu dans le monde entier. Et à un moment, je t'ai appelé, je t'ai dit, écoute, Michael, moi, ma spécialité, c'est pas les compléments alimentaires.
C'est pas la nutrition, je m'en fous un peu, hein, les mecs ont bien vu. Hein. Je fais attention d'essayer de pas trop grossir parce que j'ai tendance à être un peu gras, je suis fort, un peu gras. Donc, est-ce que ça te dirait de faire avec moi un bouquin sur les compléments alimentaires? Donc, c'est essentiellement toi qui l'as écrit, mais à l'époque, tu étais un peu trop pas précis, mais un peu trop obsessionnel du côté bodybuilder, avec des études, avec des. J'ai essayé de faire un truc un peu plus, avec un peu plus de vulgarisation. Sur les compléments alimentaires. Je t'ai montré à peu près le projet que j'avais. Et puis comme ça, bah, on a collaboré et tu as principalement écrit ce bouquin. C'est ça, hein. Bah, on est ensemble. Puisque l'idée... Le premier, c'est le premier bouquin qu'on a fait, qui s'est bien vendu. Et maintenant, on est en collaboration depuis pas mal d'années. Hein. Plus de 10 ans, je me souviens même plus. Oui, mais enfin, avec vu que nos relations avec les éditeurs se sont un peu refroidies, depuis 2012, on n'a rien sorti. C'est pas grave, on va continuer. Ah si, on a sorti un livre aux États-Unis. Ouais. Donc voilà. Et puis qui devrait sortir en France, mais va savoir quand. Voilà. Mais bon, on reste quand même les auteurs de référence quand on veut apprendre quelque chose de réaliste. Et quand les gens veulent acheter ce qui n'est pas de la soupe, qui veulent acheter les briques de base, aussi, quoi, pour les briques de base pour construire un et novateur. On fait pas que du copier-coller. Il y a des trucs qui ont bougé. Un exemple que je donne tout le temps, c'est quand j'ai commencé à utiliser les bandes élastiques. Bon, il n'y avait pas Internet, hein, mais quand il y a commencé à avoir Internet et puis Internet en France, et que j'ai commencé à dire oui, je rajoute des bandes élastiques à mes barres et tout. Je peux te dire, sur les embryons de forum, les mecs, ils se marraient, quoi. J'étais le mec, ah ouais, c'est toi qui s'entraîne avec des élastocs, c'est toi avec tes élastocs. Maintenant, avec la méthode de Lavier 2, je pense qu'il n'y a plus personne qui rit des élastiques. Et maintenant, les élastiques, t'en trouves même à Decathlon. Et les élastiques sont utilisés par les powerlifters et par tous les... C'est là où j'ai eu l'idée, c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai toujours... C'était quelque chose... Même aux États-Unis, les mecs te disaient non, c'est pas pour les bodybuilders, c'est pour les powerlifters. Et il n'y a pas un seul pays au monde où les élastiques en bodybuilding sont aussi développés qu'en France. Et une deuxième chose qui a fait changer les lignes, je voulais faire une vidéo, mais j'ai pas le courage. À l'époque, c'était jusqu'en 1997. Il y avait ce qu'on appelait la guerre des protéines, c'est-à-dire que les mecs qui vendaient de la caséine, ils disaient ouais c'est de la merde, faut acheter de la caséine, et les mecs qui vendaient de la caséine disaient qui vendaient de la whey, ils disaient ouais la whey c'est super, mais la caséine c'est de la merde, et donc c'était ce qu'on appelait la guerre des protéines, à grand renfort de pages de pub, ce qui n'était pas bon pour le business, parce que le mec qui voulait acheter des protéines, tout ce qu'il voyait c'est la critique des protéines de whey et la critique des protéines de caséine. Donc, et moi, enfin, c'est pas moi spécialement, il y a des Français qui ont étudié pour la première fois, qui ont vu que la vitesse de digestion des protéines de caséine et de la whey était différente. Donc moi, j'ai sorti un article donc, qui a bouleversé le monde de la protéine, qui est sorti dans Ironman pour expliquer qu'il y a une protéine... Alors c'était pas moi qui avais inventé, hein, qui se digérait vite et l'autre qui se digérait plus lentement, et ça avait des conséquences sur le muscle. Voilà. Et après, parce que, pareil, toujours Dan Buchan qui me disait toujours, s'il n'y a pas d'aspect pratique à ton article, c'est même pas la peine de l'écrire. Donc je me disais, mais qu'est-ce que je vais trouver comme aspect pratique de ce truc-là? Et c'est là que j'ai pensé à dire, les whey, faut mieux les prendre... de terminer cette guerre en disant la whey c'est de la merde, la caséine c'est de la merde, j'ai un peu réconcilié tout le monde en disant les protéines, les deux protéines ont des effets différents, et donc ça fait que tu n'étais pas obligé de les prendre au même moment. La whey c'est plus le matin après l'entraînement, et la caséine plutôt le soir ou entre les repas. Voilà. Donc tu es novateur. Ça a bouleversé. Voilà, tu as apporté beaucoup les élastiques, la caséine, certaines façons d'isoler. Et donc tu es quelqu'un qui n'est pas que dans la régurgitation d'informations, mais qui est dans la recherche et dans la création de concepts nouveaux. Hein, il faut le dire. Comme moi un peu, avec le système adapté son entraînement à sa morphologie,
en expliquant les C'est sûr différentes que c'est toi, morphologies. parce que je suis plus très sûr maintenant. Ah oui, maintenant, il y a qui? C'est Rudy, c'est Rudy Koya. Non, j'ai pompé ça sur Rudy Koya en me disant, en passant dans le futur, je me suis projeté dans le futur en me disant, je vais dans le futur voir ce qui va se trouver, et j'ai pris à ce moment-là les informations que Rudy Koya donnait pour les renvoyer dans le passé, par ma machine à revenir dans le passé, à ce moment-là, innover dans le passé pour voir... Comme tous les salauds qui, depuis les années 1900, expliquaient comment s'entraîner au poids de corps. Voilà. Donc voilà. Alors que ça a été inventé beaucoup plus tard, dans les années 90-2000. Oui, voilà, c'est la même chose. Donc voilà. Donc non, mais il faut dire qu'on... Des aberrations temporelles dues à des machines à remonter le temps, voilà. Qu'il est difficile d'expliquer. Voilà, c'est pour ça que on est quand même des novateurs, hein, toi particulièrement, moi aussi, hein, chacun dans son domaine, et c'est pour ça que notre complémentarité fait qu'on a des ouvrages de haute qualité et des vidéos, des podcasts de qualité supérieure, parce qu'on n'est pas uniquement dans la régurgitation d'informations, qui parfois, il y a des mecs qui régurgitent très bien. Toujours l'information de quelqu'un d'autre, mais... on la digère et après, on innove. Avec, comme le disait toujours Dan Duquesne, après, un scientifique, les mecs qui ont trouvé le truc sur les protéines, je suis sûr que si je leur montrais les articles que j'ai écrits, ils se taperaient un peu la tête contre les murs en disant on n'a pas du tout fait nos recherches pour montrer ça. Ah bah oui. Mais le truc, toujours, il faut... Quel est l'aspect pratique de la... Ça sert à rien de donner une information s'il n'y a pas un aspect pratique. Tu sais, comme me disait mon prof des... on a l'information, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, qu'il y ait des protéines qui se digèrent... Ah non, on n'invente rien. Comme me disait mon prof Jean-François Debord des Beaux-Arts, qui a été un de mes maîtres aussi, hein, en morphologie, hein. J'ai fait 9 ans ses cours, il disait, un chercheur, quelqu'un qui découvre, c'est quelqu'un qui prend quelque chose dans un domaine particulier et qui l'emmène dans un autre domaine, faisant progresser et faisant innover ce domaine. Il n'y a jamais de découverte pure et dure, hein, non, il n'y a jamais de création de néant. Mais ce qu'on appelle un découvreur, c'est quelqu'un qui, par analogie, récupère une information dans un domaine particulier pour la porter dans un autre où personne n'aurait vu son utilité. Et ça, c'est la base. Et c'est un secret, hein. Un secret, mais un secret qui est en face de vous. C'est la base de la réussite, la découverte et de la progression technologique des choses, hein. C'est tout, hein. Et ça va pas plus loin. Voilà. Après, il y a des mecs qui inventent, hein. Oui, il y a des mecs qui inventent, mais on invente tout le temps en prenant quelque chose... Ça, mais il y en a tous les jours. Non, mais c'est en prenant quelque chose, d'ailleurs. Il faut travailler les fibres profondes. Je ne sais pas comment il sait, le mec qu'il a des fibres profondes et des fibres pas profondes, et il commande à volonté celle qu'il veut contracter, mais... on avait fait un petit article dessus. De conneries. Alors moi, j'essaye de partir sur une base scientifique solide, qui n'a peut-être rien à voir avec la muscu au départ, mais de trouver les applications pratiques en musculation d'une base solide en... scientifique solide. Ok. Bon, là, ça fait 53 minutes, je dois y aller. Bon. Toi, on avait dit 10 minutes, on a bien parlé. Donc, tu as un dernier petit truc à dire sur ton évolution. On est en train de finaliser les contrats. Une fois que tu les auras signés et renvoyés, le contrat pour la méthode de Lavier 3 sera finalisé. Okay. Je pense que ça va pas mal révolutionner... Alors, la méthode de Lavier 1, enfin le 2 c'est la suite du 1, et le 3 va aller beaucoup plus loin et sera beaucoup plus avancé, et il y aura beaucoup de choses tout à fait novatrices dans tous les domaines d'ailleurs de la musculation. Voilà. Et je pense que ça va donner aux youtubeurs, ça va donner beaucoup d'oxygène aux youtubeurs, voilà, pour faire croire qu'ils ont découvert plein de trucs, voilà, qu'ils savent beaucoup de choses. Ouais, qu'ils ont découvert plein de trucs avec leurs petits bras et leur petit cerveau. Voilà, en général, de toute façon, en nous lisant, ils vont s'instruire, hein, tout simplement, et ils vont s'enrichir, et peut-être qu'ils découvrent, mais tu vois qu'on a des mecs comme Paul Mathieu qui arrivent et qui, eux, font vraiment, en apportant l'apport de la médecine, dans la musculation, font vraiment des travaux de haute qualité. Donc on a des mecs bien qui apparaissent, hein. Donc voilà. Bon, ma petite vidéo, merci Michael Degundil. Alors n'oubliez pas, méthode de Lavier 1, 2, maintenant la 3 qui va bientôt arriver. Il faut que la 3 n'est pas sortie, tout dépend si tu signes, puisqu'ils partent en vacances. Si voilà, tu signes pas,
c'est 2 mois. Voilà, bon, bah, alors je vais essayer de signer le plus vite possible. Donc je te dis à bientôt, Michael. D'accord. Et puis voilà, et puis vérifie le dessin est arrivé sur ton le Vito est arrivé sur Oh, je l'ai ton. pas vu, mais enfin, je vais essayer de le faire avec Ok. ce que j'ai. Voilà. Salut à tous, c'était Fred Delavier, je coupe, on va rester en communication 5 minutes. Et puis j'espère que cette vidéo un peu bavarde va vous apporter pas mal de connaissances sur Michael Degundil, sur moi en passage et sur nos travaux. Allez, à bientôt tout le monde.